Cette vidéo va être consacrée aux études analytiques. On est donc dans la pratique de l'épidémiologie. Quels sont les métiers associés à l'épidémiologie? Il y a d'une part l'épidémiologie descriptive, dans les instituts qui sont en charge de la surveillance des maladies, des agences sanitaires notamment. Et il y a d'autre part des épidémiologistes qui, eux, vont travailler plutôt dans des instituts de recherche, dans le monde académique, dans les universités, et qui, eux, vont travailler sur l'identification des facteurs de risque des maladies, les déterminants. Donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre finalement, parmi les gènes, les comportements, les expositions environnementales auxquelles nous sommes soumis, quels sont ceux qui sont à l'origine des maladies. Et notre méthode, notre approche, se fait avec des études très caractérisées, qui sont les études cas témoins, les cohortes, et quelquefois les essais randomisés. Donc la session que l'on fait maintenant va être consacrée à l'épidémiologie analytique, et à essayer de comprendre un petit peu, dans tous les types d'études possibles, quels sont ceux qui sont les plus appropriés selon les circonstances. Alors, premier type d'études, les études qu'on appelle corrélation écologique. Qu'est-ce qu'on a sur cette figure? Vous avez d'un côté, en abscisse, la consommation quotidienne de viande en grammes, qui va de 0 à 400 grammes, donc 200 grammes de viande consommée par jour en moyenne. Et puis ici, vous avez l'incidence annuelle du cancer du côlon pour 100 000 femmes. Et vous observez une corrélation mais, très impressionnante. Vous avez ici la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, qui sont des très consommateurs de viande, et en parallèle, des taux d'incidence très élevés du cancer du côlon. A l'inverse, si vous allez au Japon par exemple, très peu de consommation de viande, très peu de cancer du côlon. Donc ce type d'étude vous permet tout de suite de vous dire, est-ce que la consommation de viande serait en relation avec le cancer du côlon? Alors la réponse, elle est oui, pour la consommation de viande rouge particulièrement. Mais attention, ces études, il faut un petit peu s'en méfier. J'aurais pu dire par exemple, si vous regardez, vous avez beaucoup de pays riches dans cette partie-là, parce que pour consommer de la viande, il faut être riche, des pays beaucoup plus pauvres dans cette partie-ci. Il y avait donc un lien entre richesse du pays et taux d'incidence du cancer du côlon. Si vous aviez pris par exemple le nombre de voitures qui doit être corrélé à la richesse et le taux d'incidence du cancer du côlon, vous auriez pu trouver une même corrélation. Donc on se méfie de ces études. Elles sont intéressantes pour élaborer des hypothèses, et une fois de plus, dans le cas qu'on a décrit là, ça aboutit. Les études ultérieures ont bien montré la relation entre viande rouge et cancer du côlon, mais il faut se méfier de deux choses. D'une part, des associations au niveau des populations n'existent pas nécessairement au niveau individuel. Si vous regardez par exemple la corrélation en Afrique subsaharienne entre la richesse d'un pays et le taux de sida, les deux sont corrélés. Plus les pays sont riches, plus le taux de sida est élevé. C'est vrai, par exemple, le Botswana est le pays le plus riche d'Afrique subsaharienne et c'est celui qui a le taux de sida le plus élevé. Pourtant, au sein des pays, au niveau des individus, ce sont les plus pauvres qui sont touchés. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un indicateur macroéconomique au niveau d'un pays peut être corrélé avec le taux de sida, mais que pour les individus eux-mêmes, ce n'est pas les plus riches qui seront les plus touchés, non. Au sein des pays les plus riches, c'est les individus les plus pauvres qui seront touchés. Donc, faire très attention quand on généralise ce type de corrélation établie au niveau du pays aux individus. Et puis, on ne peut pas contrôler ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Alors, dans ce cas précis, c'est un bon exemple d'un facteur de confusion. Les mangeurs de viande sont des gens qui vont consommer moins de fibres. Et les fibres ont un effet protecteur contre le cancer du côlon. Donc, au final, il est très difficile de dire si l'augmentation du cancer du côlon est liée au risque augmenté à cause de la viande rouge ou au fait que les gros mangeurs de viande mangent peu de fibres alors que les fibres protègent contre le cancer du côlon. Donc ça, les études de corrélation écologique ne vous aideront pas et il faut beaucoup s'en méfier. Deuxième type d'enquête, des enquêtes qu'on appellera transversales, qui sont donc des enquêtes réalisées pour estimer la prévalence d'une maladie en population. Je prends l'enquête NHANES aux États-Unis, 10 000 personnes tous les 5 ans échantillonnées. On regarde la prévalence du diabète, donc la proportion de personnes sur cet échantillon de 10 000 qui ont un diabète. Dans ces mêmes questionnaires, on va leur demander plein de choses aux gens sur leurs habitudes alimentaires, leur mode de vie, etc. Et on pourrait être tenté d'essayer de faire le lien entre diabète et leur comportement. Il faut s'en méfier, approche considérée comme peu fiable parce que les comportements ont pu changer avec le développement de la maladie. Notamment les diabétiques, les médecins ont pu leur dire restreignez la prise de sucre, vous êtes diabétique. Donc au moment où vous faites votre enquête, si vous demandez aux diabétiques quelle est leur prise de sucre, elle va être minorée par rapport à ce qu'elle a été avant le développement du diabète
et vous n'allez peut-être pas retrouver l'association que vous recherchez. Donc on se méfie beaucoup de ces études. Non, les vraies études analytiques, quand il s'agit de trouver une relation causale entre facteurs d'exposition et maladies, on les retrouve dans deux groupes. Des études d'observation où là l'investigateur va regarder l'association entre exposition et maladie telle qu'elle existe dans les populations, et des études expérimentales où l'investigateur intervient, ce sont les essais cliniques, les études d'intervention, où par exemple vous allez donner un traitement à un groupe et pas à l'autre, et comparer et voir l'effet du traitement. Alors les études d'observation, elles vont rentrer dans deux grandes catégories. Les études de cohorte, où vous prenez un groupe d'individus, le plus souvent défini par une exposition particulière que vous allez suivre au cours de temps et voir les maladies qui se développent dans ce groupe comparées à ceux qui ne sont pas exposés. Et puis les études cas témoins, où là en revanche vous allez partir d'un groupe de malades, qu'on va appeler les cas, et que vous allez comparer à des témoins pour des expositions pour lesquelles vous vous demandez si elles peuvent être à l'origine de la maladie. Alors schématiquement, les études de cohorte, c'est un groupe d'individus qui sont définis selon qu'ils sont exposés ou non exposés. Ce qui est très important, c'est que tous doivent être indemnes de la maladie en début de cohorte. Ils ne doivent donc pas être malades pour cette maladie qui vous intéresse. Et le suivi peut s'étaler sur de très longues périodes, quelquefois plusieurs années. Exemple, la Nurse Health Study. Alors cette étude gigantesque est menée aux États-Unis depuis 1976, donc 40 ans, avec des cohortes d'infirmières. La première cohorte, c'était 176 000 infirmières de 35 à 50 ans à peu près qui ont été recrutées et qui ont été suivies et qui sont toujours suivies aujourd'hui. Et ces infirmières, on leur demande tous les 2 ans de remplir un questionnaire alimentaire, un questionnaire sur la prise de contraceptifs oraux. Cette étude a été au départ menée pour essayer de comprendre les effets de la contraception orale sur la santé. Et les infirmières, dans ces mêmes questionnaires, vont aussi indiquer les maladies qu'elles ont pu développer sur les dernières années. Donc, on met après tout ça ensemble. Des analyses statistiques sophistiquées permettront de voir, notamment par exemple pour la contraception orale, les liens avec le développement de cancer du sein, maladies cardiovasculaires, cancer du côlon. Tout ça fait partie des objets d'étude. Donc, les individus sont définis par leur exposition ou le fait de ne pas être exposés. Une fois de plus, prise de contraceptifs, comportement alimentaire, suivi au cours du temps. On mesure les maladies et on regarde, parmi les expositions, quelles sont celles qui ont été à l'origine d'un plus grand nombre de maladies comparées à d'autres. Les grands avantages de ces études, c'est qu'il y a une séquence temporelle qui est clairement établie entre l'exposition et la maladie, puisqu'on a mesuré tout au long du temps l'exposition, on voit si la maladie survient après. Il y a une qualité de mesure de l'exposition, vous le faites en continu, des questionnaires tous les 2 ans, donc avec une bonne qualité de mesure d'exposition. On peut surreprésenter certains facteurs dans votre cohorte. Si par exemple vous vous intéressez à l'amiante, eh bien vous allez aller travailler dans des usines où l'amiante est manipulée et vous allez comparer les travailleurs qui sont exposés à l'amiante aux autres, alors que si vous étiez en population générale, très peu de sujets seraient exposés à l'amiante. Et puis vous pouvez étudier la relation entre un facteur et plusieurs maladies. Mais les limites, vous les avez comprises aujourd'hui. Quand on parle de 175 000 femmes qui sont suivies sur 30 ans, 40 ans, vous imaginez la lourdeur, le coût de ces études, extrêmement difficile à réaliser. Les études cas témoins, c'est une démarche inverse. Là, on s'intéresse aux malades. Donc, l'étude cas témoin, comme son nom l'indique, est définie par les cas, qui sont les malades, et on va comparer l'histoire de ces cas à des sujets choisis comme témoins pour voir qu'est-ce qui, dans le passé, a été différent chez ceux qui ont développé la maladie qui vous intéresse et ceux que vous utilisez comme témoins. Donc, les sujets sont inclus dans l'étude selon qu'ils ont la maladie, ce sont des cas, ou qu'ils ne l'aient pas, ce sont les témoins. Les cas doivent être ce qu'on appelle incidents, ce doivent être des nouveaux cas. C'est des gens qui viennent de développer un infarctus du myocarde, si vous travaillez sur les déterminants de l'infarctus, qui viennent de développer un diabète, si vous travaillez sur les déterminants de diabète. Et à quoi vous servent les témoins? Les témoins, ils vont vous dire si, dans la population générale, quel est le taux de base d'un certain nombre d'expositions. Si vous travaillez sur l'infarctus, par exemple, vous allez demander aux gens, est-ce que vous fumez? Admettons que 50% vous disent, oui, on fume. Comment savez-vous si c'est plus ou moins que la normale? Et est-ce que ces gens ont un comportement particulier par rapport au tabac? Il vous faut des témoins. Les témoins, vous allez les recruter peut-être dans un même hôpital, et vous allez en service d'orthopédie, par exemple, où des gens ont pu avoir des accidents de la route et être hospitalisés, et vous leur demandez combien vous fumez. Et eux vont vous dire combien, en moyenne, on fume dans la population. Et donc, vous allez comparer, si le pourcentage est plus élevé chez les cas comparé aux témoins, c'est un facteur de risque.
Donc c'est ce qu'on fait, on compare la proportion d'exposés entre cas et témoins. Étude sur le cancer du poumon et le tabac, on en a déjà parlé, c'est la première étude en épidémiologie qui a permis de montrer une association forte, où d'un côté, dans 20 hôpitaux à Londres, on avait des patients avec du cancer du poumon, des témoins pris dans les mêmes hôpitaux, et les consommations tabagiques comparées entre les deux. Alors, les études cas témoins, elles sont appropriées pour les maladies rares. Vous comprenez que si vous travaillez sur une maladie neurologique rarissime, ça va être, si vous faites une cohorte, même si vous avez 150 000 personnes et que vous les suivez pendant 30 ans, si l'incidence, le nombre de nouveaux cas par an est de 1 pour 100 000, au bout de vos 30 ans, vous allez avoir quelques patients malheureusement dans votre étude, ce qui ne vous suffira pas pour l'étude que vous cherchez à faire. Si en revanche vous allez dans le service de neurologie spécialisé qui voit tous ces patients, assez vite vous pourrez accumuler sur une période de 2-3 ans 100, 200 cas auxquels vous comparez les témoins et donc vous pourrez faire votre étude. C'est la même chose pour les maladies à incubation longue. S'il vous faut 30 ans pour développer une maladie, vous faites votre cohorte, vous devez attendre 30 ans pour voir les cas arriver, vous n'y arriverez pas simplement, vous n'aurez pas assez de cas au bout du compte. Là encore, vous allez dans le service spécialisé, vous recrutez les patients, et là, vous avez tout de suite les effectifs dont vous avez besoin. Vous pouvez regarder pour une maladie donnée plusieurs facteurs d'exposition. Vous vous intéresserez à comportement alimentaire, tabac, alcool, tout ce que vous voudrez, y compris les facteurs génétiques. Et c'est des études beaucoup moins coûteuses, beaucoup moins de sujets, beaucoup plus rapides à réaliser comparées aux études de cohorte. Mais le choix du groupe témoin est très difficile, on en reparlera. Ceux qui doivent vous dire quelle est la proportion d'exposés en population doivent être choisis de façon extrêmement précise. Et la qualité de mesure de l'exposition est également délicate. Imaginez-vous, vous êtes en train de demander aux gens dans les 5, 10, 15, 20 dernières années quels ont été vos comportements alimentaires, quelle qualité de mesure vous allez obtenir, très difficile. Le dernier segment des études analytiques que nous allons regarder aujourd'hui, c'est les études d'intervention. C'est très classiquement l'essai clinique. C'est donc l'investigateur, lui, va intervenir. Remarquez que jusqu'à présent, qu'il s'agisse des études cas témoins ou des études de cohorte, on se contentait de demander aux gens qu'est-ce que vous avez fait dans le passé ou de les suivre et de voir comment ils se comportent. Là, dans un essai clinique, vous allez artificiellement décider qu'un groupe de patients va recevoir un traitement, par exemple, et un autre groupe recevra un placebo ou le plus souvent le traitement de référence pour voir si le nouveau traitement marche. Donc vous, en tant qu'investigateur, vous agissez, vous perturbez l'environnement normal. On est dans une situation qui se rapproche des expériences de laboratoire, d'une certaine façon, avec bien sûr des contraintes éthiques très rigoureuses. Mais l'intérêt, c'est que dans ces études-là, vous avez le même groupe d'individus, vous tirez au sort, un groupe reçoit le médicament, l'autre groupe ne le reçoit pas, et de fait, par tirage au sort, vos deux groupes sont comparables en tout point, sauf pour cette exposition que vous rajoutez, qui est le traitement. Donc là, on a des conditions expérimentales remarquables. C'est donc les études les plus rigoureuses pour étudier une relation entre exposition, dans ce cas-là un traitement, et guérison. Mais attention, vous aurez du mal à généraliser vos résultats au-delà de votre population qui a pu être choisie avec des critères très stricts quelquefois. Dans les essais cliniques, on prend des patients dans certaines tranches d'âge, on évite ce qu'on appelle comorbidités, autres maladies associées. Et puis il y a des conditions éthiques et de faisabilité qui font que tout ne peut pas se faire comme une expérience de laboratoire, vous le comprenez bien. En résumé et pour conclure, voici les différents types d'études analytiques. Vous avez d'un côté les études d'observation. On a vu les corrélations écologiques intéressantes pour poser des hypothèses, mais on s'en méfie car quelquefois on peut être pris en défaut. Rappelez-vous l'histoire du cancer du côlon et la viande rouge. Est-ce que ce n'était pas les fripes qui protégeraient plutôt? On ne peut pas le savoir. Les enquêtes transversales, mais là aussi, les changements de comportement, une fois que les gens ont développé la maladie, font que les associations peuvent être perturbées. Ça n'est pas idéal. Beaucoup mieux les études cas témoins sur des nouveaux cas et les études de cohorte, mais on l'a vu, très longues, très complexes, très, très coûteuses. Et pourtant, c'est elles aujourd'hui qui sont considérées comme les plus fiables. Et puis, dans une branche un petit peu différente, mais qui reste de l'épidémiologie analytique, puisqu'on travaille sur les déterminants de la maladie ou même de la guérison, les études expérimentales, et notamment les essais cliniques, où là, l'investigateur va perturber l'environnement, il va définir des gens qui vont recevoir un traitement et d'autres pas, et donc on n'est plus dans de l'observation, mais on est toujours dans essayer de comprendre les déterminants des maladies ou de leur guérison. Donc voilà pour un résumé rapide de l'ensemble des démarches qu'on appelle analytiques et des types d'études qui correspondent, qu'on reverra en détail. Tout ça a
avec pour but d'essayer de comprendre quels sont les déterminants des maladies. Merci pour votre attention et à très bientôt.